Yassin Seolus, je suis Stan Volk et bienvenue sur Hellenikos Cosmos et dans ce 10e épisode de l'histoire de la Grèce moderne. Pour comprendre le rôle de la Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut d'abord revenir sur les années 1930 et sur le régime qui est en place au moment où la guerre éclate, la dictature de Ioannis Metaxas. Après la période républicaine instable des années 1924-1935, marquée par des crises économiques, des coups d'État et des affrontements entre vénizélistes et royalistes, la monarchie est restaurée en 1935. Le roi Georges II revient sur le trône dans un climat de lassitude générale, une partie de la population souhaite avant tout l'ordre et la stabilité, même si le référendum qui ramène le roi est fortement contesté pour son manque de sincérité démocratique. En 1936, face à la montée des tensions sociales, à l'influence croissante du Parti communiste, le KKE, ou au blocage parlementaire, Georges II nomme Ioannis Metaxas Premier ministre. Metaxas est un officier monarchiste issu de l'état-major qui s'est déjà fait connaître pendant la Première Guerre mondiale comme opposant à Venizelos et partisan de la neutralité. Il n'a pas de base populaire forte, mais il inspire confiance à certains milieux conservateurs et à l'armée. Le 4 août 1936, prétextant la menace communiste, la paralysie parlementaire et la nécessité de restaurer l'ordre, Metaxas suspend la Constitution, dissout le Parlement et instaure un régime autoritaire. C'est la dictature du 4 août. Tous les partis politiques sont interdits, les libertés de presse et de réunion sont supprimées et la police politique est renforcée. Idéologiquement, Metaxas se pose en chef d'un État autoritaire inspiré des régimes fascistes, surtout de l'Italie de Mussolini. Il parle de troisième civilisation grecque. Pour lui, l'histoire grecque se divise en trois grandes périodes, la Grèce antique, la Grèce byzantine chrétienne et une troisième période moderne dont son régime serait l'expression. Il met en avant la discipline, le patriotisme, la hiérarchie et un certain culte de la personnalité, sans toutefois adopter un racisme biologique structuré comme en Allemagne nazie. Il crée une organisation de jeunesse, l'Organisation nationale de la jeunesse, ou EON, qui encadre les adolescents et les jeunes adultes. Uniformes, défilés, chants patriotiques, l'objectif est de créer une génération loyale au régime, physiquement robuste, disciplinée, obéissante. Sur le plan culturel, le régime contrôle étroitement le théâtre, la musique, la presse. Certaines œuvres classiques jugées subversives ou susceptibles d'encourager l'esprit de révolte sont interdites, comme certaines mises en scène d'Antigone de Sophocle. Des livres sont censurés, des journaux fermés. La répression vise en priorité les communistes, mais touche plus largement la gauche, les syndicalistes et toute opposition organisée. Les militants du KKE sont arrêtés, interrogés, déportés sur des îles éloignées. On exige d'eux des déclarations de repentir dans lesquelles ils renient publiquement leurs idées. Ceux qui refusent sont surveillés, privés d'emploi public et marginalisés. En même temps, le régime cherche à se construire une base sociale. Metaxas développe une politique favorable aux agriculteurs, réduction ou effacement de certaines dettes, encouragement des coopératives, soutien à la production agricole, ce qui lui gagne le soutien d'une partie du monde rural. Sur le plan linguistique et éducatif, le régime soutient le travail de standardisation du grec moderne, notamment par la publication d'une grammaire du démotique qui s'impose durablement. Sur la scène internationale, la position de Metaxas est délicate. D'un côté, il admire le modèle autoritaire allemand et l'économie grecque dépend en partie du commerce avec l'Allemagne. De l'autre, la Grèce est une puissance maritime dont la sécurité à long terme repose sur la flotte britannique. Le roi Georges II est pour sa part clairement pro-britannique. Cette dualité, un premier ministre plutôt germanophile, un monarque pro-britannique, va peser sur les choix politiques extérieurs à la veille de la guerre. La Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à Hitler. La Grèce, elle, adopte une position officielle de neutralité. La société grecque sort d'années de conflits, de dictatures, de crises économiques. La majorité de la population souhaite éviter à tout prix un nouveau conflit. Mais la neutralité grecque est très fragile. En avril 1939, Mussolini, allié d'Hitler, envahit l'Albanie. L'Italie se retrouve alors directement à la frontière nord-ouest de la Grèce,
en face de l'Épire. Dès ce moment, la sécurité grecque est directement menacée. Les Italiens multiplient les provocations, incidents de frontières, survols d'avions, pression politique. Les Britanniques et les Français, conscients de l'importance stratégique de la Grèce en Méditerranée orientale, donnent des garanties de soutien en cas d'agression italienne. Ils n'ont pas forcément les moyens militaires d'intervenir massivement, mais ils comprennent que si la Grèce tombe, l'axe Rome-Berlin gagnera un avantage important dans la région. Dans le même temps, des accords sont discutés entre les pays voisins, Bulgarie, Yougoslavie, Roumanie. Certains scénarios prévoient le partage de la Macédoine ou de la Thrace grecque en cas de démembrement de la Grèce. La menace n'est donc pas seulement italienne, mais aussi balkanique. Un événement symbolique joue un rôle important dans la montée des tensions. Le 15 août 1940, jour de la Dormition de la Vierge, grande fête religieuse en Grèce, le croiseur léger grec Élie est torpillé dans le port de Tinos. Tout laisse penser qu'il s'agit d'une attaque italienne, mais le gouvernement de Métaxas choisit de ne pas riposter. Officiellement, la Grèce reste neutre. Pourquoi ? D'une part parce que Métaxas estime que l'armée n'est pas prête à affronter à la fois l'Italie et potentiellement la Bulgarie. D'autre part, parce que la population grecque, profondément traumatisée par les guerres précédentes, penche encore pour la neutralité. Le régime préfère gagner du temps, renforcer ses défenses, moderniser autant que possible son armée et attendre. Entre 1939 et 1940, la Grèce se trouve donc dans une position très inconfortable. Neutralité proclamée, mais menacée par une Italie qui occupe déjà l'Albanie et qui nourrit depuis longtemps des ambitions en Épire et dans les îles de la mer Égée. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 1940, l'ambassadeur italien à Athènes se rend chez Métaxas pour lui présenter un ultimatum de Mussolini. Le texte exige l'occupation par l'armée italienne de points stratégiques en Grèce, ce qui équivaut de facto à une invasion. Métaxas rejette l'ultimatum, la légende retient un seul mot, ohi. Non. Au matin du 28 octobre, les Italiens, partis d'Albanie, attaquent la Grèce en Épire. C'est le début de la guerre italo-grecque. L'armée italienne est numériquement supérieure et mieux équipée en matériel lourd, mais elle sous-estime totalement la capacité de résistance des Grecs et les difficultés du terrain. L'armée grecque, sous le commandement du général Alexandros Papagos, mobilise rapidement ses réserves. Les troupes grecques connaissent bien la région montagneuse de l'Épire et de la frontière albanaise. Malgré des uniformes insuffisants pour l'hiver, des armes parfois datées, elles se battent avec acharnement. La population civile participe directement, des femmes d'Épire transportent des munitions, de la nourriture, des vêtements chauds vers le front. Des villages entiers contribuent à l'effort de guerre. Après avoir contenu l'offensive italienne, l'armée grecque passe à la contre-attaque. À la surprise générale, elle repousse les Italiens sur le territoire albanais. Des villes comme Korsé, Korica, tombent aux mains des Grecs. On parle alors de la guerre d'Albanie. Pour la première fois, une armée de l'Axe subit un revers notable. Cette résistance grecque est saluée dans la presse internationale et devient un élément fort de la fierté nationale. Cette victoire, cependant, a un coût. L'armée grecque est épuisée par les combats en montagne, les lignes de ravitaillement sont étirées et le pays consomme des réserves de matériel et de nourriture à grande vitesse. La Grèce ne peut pas tenir indéfiniment ce front sans aide extérieure massive. C'est dans ce contexte que l'Allemagne décide d'intervenir directement dans les Balkans. Hitler, pour l'instant, s'était concentré sur l'Europe centrale et occidentale et préparait l'invasion de l'Union soviétique. Mais l'échec italien en Grèce, en plus de l'intervention britannique limitée en soutien aux Grecs, change la donne. Pour sécuriser son front sud, avant l'opération Barbarossa, l'Allemagne lance l'opération Marita. Le 6 avril 1941, les troupes allemandes attaquent la Grèce à partir de la Bulgarie, mais aussi en traversant la Yougoslavie. L'armée grecque, déjà engagée profondément en Albanie, contre l'Italie, est prise à revers. Certaines unités veulent continuer la lutte, d'autres généraux, épuisés et convaincus de l'inévitabilité de la défaite, envisagent la capitulation. Thessalonique tombe rapidement. Les forces allemandes contournent la ligne Métaxas, un système de fortification dans le nord-est, et progressent vers le sud. Athènes est occupée le 27 avril 1941. Le roi George II et le gouvernement grec, emportant avec eux les réserves d'or de la Banque de Grèce, quittent le pays. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες,
οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Il se replie d'abord en Crète, puis au Moyen-Orient, où un gouvernement grec en exil sera constitué sous la tutelle britannique. La Crète est le dernier bastion. En mai 1941, la bataille de Crète oppose les troupes allemandes, notamment des parachutistes, aux forces britanniques, néo-zélandaises et grecques, ainsi qu'à la population crétoise. Les Crétois, armés parfois seulement de fusils anciens ou même d'armes blanches, participent directement à la défense de leur île. Malgré cette résistance, la supériorité matérielle et aérienne allemande l'emporte. La Crète tombe à son tour. À partir de l'été 1941, la Grèce est entièrement occupée. Le territoire est divisé en zones. L'Allemagne contrôle la plupart des grandes villes et des régions stratégiques. L'Italie occupe de vastes zones rurales et la plupart des îles, tandis que la Bulgarie annexe de facto la Thrace occidentale et une partie de la Macédoine. La vie quotidienne sous occupation varie fortement selon l'occupation et la région. Dans les zones occupées par les Bulgares, en Thrace et en Macédoine orientale, la politique est ouvertement annexionniste. Les autorités bulgares considèrent ces territoires comme bulgares et lancent une politique de bulgarisation forcée. Fermeture des écoles grecques, interdiction de la langue grecque dans l'administration, imposition du bulgare dans les églises et les écoles. Des expropriations et des déplacements forcés touchent les populations grecques. Des révoltes éclatent, comme à Drama en 1941, réprimés par des massacres. Dans les zones italiennes, l'occupation est perçue comme moins brutale, surtout au début. Les Italiens sont nombreux à se livrer au marché noir, à fraterniser avec une partie de la population, à faire preuve de souplesse. Dans certaines régions, des officiers italiens vont jusqu'à protéger des Grecs recherchés par les Allemands. Mais cela n'empêche pas les pillages, les réquisitions et la pénurie. Dans les zones allemandes, la ligne officielle est au départ relativement respectueuse. Certains nazis, fascinés par la Grèce antique, se donnent une image de protecteur d'une race aryenne sœur. Cela reste largement de façade. Très vite, les réalités de l'occupation s'imposent. Lourds frais d'occupation à la charge de l'État grec, réquisition de vivres et de matières premières, pillage des entreprises et des infrastructures. La monnaie grecque est frappée par une inflation galopante. Les billets perdent leur valeur, les prix explosent et la population se tourne vers le troc. Le marché noir devient le seul moyen de survivre pour beaucoup. Les paysans détenant des denrées acquièrent un certain pouvoir, tandis que les citadins pauvres souffrent particulièrement. L'un des épisodes les plus tragiques de l'occupation est la grande famine de l'hiver 1941-1942. Plusieurs facteurs se conjuguent: destruction des infrastructures, réquisition de nourriture par les occupants, désorganisation des transports, blocus maritime imposé par les Alliés pour priver l'Axe de ressources. Les grandes villes, notamment Athènes et le Pirée, sont particulièrement touchées. On estime que la famine fait entre 300 000 et 500 000 victimes. Face à cette catastrophe, certaines institutions grecques tentent de réagir. L'Église orthodoxe organise des soupes populaires. Des organisations proches du KKE mettent en place des cantines collectives et des réseaux de solidarité. La Croix-Rouge internationale, malgré les obstacles, parvient à faire parvenir des cargaisons de nourriture, souvent après de longues négociations avec les autorités d'occupation. Des écrivains, témoins comme la romancière Lilika Nakos dans L'Enfer des enfants, racontent l'impact de la famine sur les enfants livrés à eux-mêmes, fouillant les poubelles, mendiant, mourant dans la rue. Ce traumatisme laissera des traces profondes dans la mémoire collective grecque.
Pendant l'occupation, la communauté juive grecque subit elle aussi un sort tragique. La plus grande communauté juive du pays se trouve à Thessalonique, où les juifs sont présents depuis l'époque ottomane, surtout des séfarades, arrivés après l'expulsion d'Espagne au XVe siècle. À partir de 1943, les autorités allemandes mettent en œuvre la solution finale en Grèce. À Thessalonique, les juifs sont regroupés, marqués, puis déportés en convoi vers les camps d'extermination, principalement à Auschwitz. La grande majorité ne revient pas. Dans d'autres villes comme Ioannina, des communautés plus petites sont également arrêtées et déportées. On estime qu'environ 80 à 90% des juifs de Grèce ont été exterminés, ce qui représente l'un des plus hauts taux de destruction en Europe. Après la guerre, il ne reste que quelques milliers de juifs en Grèce, dispersés, souvent traumatisés. L'attitude de la population grecque vis-à-vis des juifs est complexe. On trouve des cas de solidarité et de sauvetage, des villages ou des réseaux qui cachent des familles juives, mais aussi des cas d'indifférence, voire une forme d'antisémitisme ancien chez certains milieux qui facilitent la tâche des autorités d'occupation. Dès 1941, des formes de résistance apparaissent. Elles sont d'abord spontanées. Refus de se lever devant des officiers allemands, sabotage de lignes téléphoniques, diffusion de tracts. Des actes symboliques marquent les esprits, comme le cas d'un garde F-Zone qui préfère se jeter dans le vide, enveloppé dans le drapeau grec, plutôt que de le remettre aux nazis, ou celui de 2 jeunes étudiants qui, de nuit, montent sur l'acropole pour retirer le drapeau nazi et le remplacer par le drapeau grec. Très vite, les forces politiques organisent la résistance. Le Parti communiste grec, malgré la répression antérieure, dispose d'une expérience de la clandestinité et d'un réseau militant. Il joue un rôle central dans la création, fin 1941, de l'EAM, le Front de Libération Nationale. L'EAM est une organisation large qui dépasse les seuls communistes. Elle regroupe des socialistes, des démocrates, des intellectuels patriotes. Son objectif est la lutte contre l'occupant, mais aussi, pour une partie de ses cadres, une transformation sociale profonde après la guerre. L'armée de l'EAM, l'ELAS, se forme à partir de 1942. Des groupes armés prennent le maquis dans les montagnes. Prendre la montagne, pernotovuno, devient une expression pour entrer en résistance. L'une des figures les plus célèbres est Haris Velouchiotis, cadre communiste qui organise des unités de partisans en Grèce centrale. Parallèlement, d'autres organisations se développent. L'EDES, dirigée par Napoléon Zervas, est une organisation de résistance à dominante républicaine et libérale, souvent plus proche des Britanniques. Le KKA, plus petite, représente des courants de centre-gauche. Les Britanniques, depuis le Moyen-Orient, tentent d'encadrer ces mouvements. Ils fournissent des armes, des conseillers, du renseignement, mais ils se méfient du KKE et de l'EAM, qu'ils perçoivent comme un danger potentiel pour l'ordre social d'après-guerre. Ils essaient donc d'équilibrer leur soutien entre EAM, hélas, et groupes non communistes. Un épisode emblématique de la coopération entre résistants est le sabotage du pont de Georgopotamos en novembre 1942. Les unités de l'hélas et de l'EDES, coordonnées par des agents britanniques, attaquent ensemble le pont ferroviaire, coupant ainsi une importante ligne de ravitaillement allemande vers l'Afrique du Nord. C'est l'une des plus grandes opérations de sabotage en Europe occupée. Cependant, à partir de 1943, les tensions entre les différents groupes de résistance s'intensifient. L'EAM, hélas, devient très puissant et contrôle de vastes régions rurales où il met en place des formes d'administration locale. Les autres organisations, plus petites, craignent une hégémonie communiste. Des affrontements armés éclatent entre résistants, tandis que tous doivent affronter la répression des occupants. Comme dans d'autres pays occupés, il existe en Grèce des formes de collaboration. Elles prennent plusieurs formes. D'abord la collaboration politique. Les gouvernements installés par les Allemands, comme celui de George Tsolakoglou ou celui de Ioannis Rallis, justifient leur position en expliquant qu'ils veulent éviter des représailles encore plus dures et empêcher une prise de pouvoir communiste. En pratique, ils appliquent les ordres des occupants, participent à la répression de la résistance
et prennent part au pillage des ressources. Ensuite, la collaboration économique. Le marché noir devient une source d'enrichissement pour certains. Des entrepreneurs, des commerçants profitent de la situation pour s'enrichir, souvent en accord avec les autorités d'occupation. Les minorités jouent parfois un rôle spécifique. Certains groupes de Valaques, une population romanophone des Balkans, sont utilisés par les Italiens dans le cadre de projets d'autonomie sans grand succès. Les Tchams, population musulmane albanophone de l'Épire, collaborent dans certains cas avec les Italiens et les Allemands, notamment en participant à des exactions contre des villages grecs, espérant ainsi obtenir des avantages territoriaux. Une partie des slavophones de Macédoine se rapproche aussi des occupants ou d'organisations soutenues par la Bulgarie. En 1943, le gouvernement de Rallis crée les bataillons de sécurité, des unités armées recrutées parmi des Grecs d'extrême droite, des opportunistes ou des personnes en quête de protection et dotées d'armes par les SS. Officiellement, leur mission est de combattre la subversion communiste. En pratique, ils s'en prennent aux résistants, mais aussi à la population civile et participent à des opérations conjointes avec les Allemands. À partir de 1943, une véritable guerre civile larvée se développe. L'EAM Hellas affronte non seulement les occupants, mais aussi d'autres groupes de résistance et les bataillons de sécurité. Chacun accuse l'autre de collaboration ou de trahison. Des accords de cessez-le-feu sont signés ponctuellement sous pression britannique, mais la méfiance reste profonde. Le conflit politique sur l'avenir du pays se superpose à la lutte contre les occupants. En 1944, la situation militaire change en faveur des Alliés. Les forces allemandes reculent sur presque tous les fronts. En Grèce, elles commencent à se retirer à l'automne. En octobre 1944, Athènes est libérée. Les troupes britanniques entrent dans la capitale, tandis que l'EAM Hellas est très présent dans le reste du pays. Un gouvernement de coalition est formé sous la houlette du libéral Giorgos Papandréou, avec le soutien de Churchill. Un régent, l'archevêque Damaskinos, est nommé dans l'attente du retour éventuel du roi. Le AM a des représentants dans ce gouvernement, mais les tensions sont vives. La Grèce est libre, mais elle est ravagée. Infrastructures détruites, villes en ruine, villages brûlés, économie à terre, traumatisme humain. Ceux qui ont participé à la résistance, notamment l'EAM Hellas, estiment qu'ils ont une légitimité pour participer largement au pouvoir. Les monarchistes et les conservateurs, soutenus par les Britanniques, veulent au contraire restaurer l'ordre ancien et empêcher une bolchevisation de la Grèce. Dès la fin de 1944, ces tensions éclatent à Athènes, lors des événements de décembre, les Dekemvriana, où les forces britanniques et gouvernementales affrontent les partisans de l'EAM dans la capitale. Ces affrontements marquent le début d'une nouvelle phase de l'histoire grecque, la guerre civile, qui durera jusqu'en 1949. On peut donc dire que la période 1936-1944 est à la fois celle de la dictature, de la guerre, de l'occupation, de la résistance, mais aussi le moment où se préparent les fractures politiques de l'après-guerre. Comprendre Métaxas, le jour du non, l'occupation triple, l'EAM Hellas, les bataillons de sécurité, c'est comprendre pourquoi la Grèce du lendemain de la guerre est un pays profondément divisé au bord d'un nouveau conflit interne. Voilà pour cet épisode 10 de l'histoire de la Grèce moderne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode de cette grande fresque de l'histoire de la Grèce moderne. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur Tipeee, le lien est en description. Merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. C'était Stan Volk, sur ce, Nastekala.